Voici pourquoi 78% des entreprises africaines éprouvent des difficultés avec la transformation numérique. Découvrons ensemble les raisons. Dans notre nouvelle série Expert Digital, avis sur les entreprises africaines, nous explorons en profondeur les défis et les opportunités du paysage numérique en Afrique. Notre expert partagera ses connaissances, ses stratégies et ses exemples de réussite pour vous aider à naviguer dans le monde numérique avec assurance. Restez à l'écoute pour obtenir des conseils professionnels qui peuvent transformer votre entreprise. Abonnez-vous dès maintenant et ne manquez rien. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne, et particulièrement sur le focus Avis d'experts. Je suis Michel-Marc Matip. Je suis expert digital, auditeur des systèmes d'information et architecte des systèmes d'intelligence artificielle. Dans mes interventions sur le focus Avis d'experts, je dévoile les coulisses du numérique et je donne des pistes d'analyse des systèmes d'information tant sur le plan du déploiement que sur le plan de l'audit des systèmes d'information. Je partage avec vous les innovations et les stratégies dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors si vous êtes prêt à explorer ces différents domaines d'activité, suivez-moi, c'est parti. Quoi? C'était impossible. Tout commence par un simple incident. Nous perdons des données cruciales. C'est inacceptable. Réactivez le système. Mais sans méthode claire, un incident devient une crise. Et une crise peut coûter des millions. Dans la zone OHADA, la gestion des incidents n'est plus une option. Voici le guide du manager pour gérer efficacement les incidents de sécurité. Concentrons-nous sur les 3 points clés de ce plan. Si nous suivons cette stratégie, tout sera finalisé d'ici vendredi. Une méthodologie claire, pratique, directement applicable sur le terrain. N'attendez pas la crise pour agir. Téléchargez votre guide maintenant. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est absolument crucial, mais souvent un peu mal compris. La cybersécurité. Mais attention, on ne va pas en parler de manière générale. Non, on va se plonger dans un contexte très spécifique, en pleine transformation, celui de la zone OHADA. C'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre ce qui se joue vraiment sur le terrain. On a épluché un guide très détaillé sur la gestion des incidents de sécurité là-bas. Et ce qu'on a découvert, c'est que la solution, elle est rarement juste technologique. Il faut d'abord comprendre les défis uniques de la zone pour construire une vraie stratégie. Une stratégie de défense, mais surtout d'anticipation. Oui, et c'est un point essentiel, parce que l'enjeu dépasse de très loin le simple service informatique. On parle ici de gouvernance, de continuité d'activité, et au fond de la solidité de la croissance économique de toute la région. Quand une entreprise subit un incident majeur, les conséquences ne sont pas que techniques. L'activité peut s'arrêter net, les pertes financières peuvent être colossales.
Mais le plus difficile à réparer, c'est la confiance. La confiance des clients, des partenaires. C'est un enjeu stratégique au plus haut niveau de l'entreprise. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi cette zone OHADA est-elle si spécifique? On pourrait se dire qu'une cyberattaque, c'est une cyberattaque, que ce soit à Paris, Tokyo ou Cotonou. Qu'est-ce qui justifie une approche vraiment sur mesure? C'est une excellente question et c'est vraiment le point de départ. La première particularité, c'est ce que j'appellerais le grand écart technologique. Dans beaucoup d'entreprises de la région, on va trouver des infrastructures très modernes, basées sur le cloud, qui cohabitent avec de très vieux serveurs. Parfois même des applications métiers qui ont été développées il y a 15 ans et qui n'ont jamais été mises à jour. Ça doit être un vrai cauchemar à sécuriser. C'est un peu comme vouloir protéger une forteresse médiévale et un gratte-ciel en verre avec le même système d'alarme. C'est exactement ça. Il n'y a pas de périmètre de sécurité qui soit clair et net. Le deuxième défi, qui est d'ailleurs lié au premier, c'est la dépendance croissante envers des prestataires extérieurs. Pour avoir accès à des compétences ou à des technologies de pointe, beaucoup d'entreprises externalisent l'hébergement des données, la maintenance. Ce qui n'est pas un problème en soi, c'est même une stratégie assez courante partout dans le monde. Alors où est le piège? Le piège, c'est la dilution des responsabilités. Si le contrat avec le prestataire n'est pas absolument blindé sur les clauses de sécurité, on se retrouve dans une zone grise. En cas d'incident, qui est responsable? Qui doit agir et quand? L'attaquant, lui, il s'en fiche de savoir si la faille est chez l'entreprise ou chez son prestataire, il l'exploitera, point. La sécurité devient donc aussi une affaire de juristes, pas seulement de techniciens. Tout à fait. Et le troisième défi, j'imagine que c'est celui qu'on retrouve un peu partout, mais peut-être de façon plus aiguë. L'argent? Le nerf de la guerre, oui. Les contraintes budgétaires. La sécurité est encore trop souvent perçue comme un centre de coût, une sorte d'assurance qu'on paie à contre-cœur. On préfère investir dans ce qui rapporte de l'argent à court terme et on reporte les dépenses de sécurité à plus tard. C'est un calcul très, très risqué, parce que le coût d'un seul incident majeur est presque toujours infiniment supérieur à l'investissement qui aurait pu l'éviter. D'accord, le décor est planté, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Maintenant, pour être sûr qu'on parle de la même chose, définissons ce qu'est un incident de sécurité. Spontanément, je pense au hacker avec sa capuche dans une pièce sombre, mais j'ai l'impression que la réalité est bien plus vaste. Beaucoup plus vaste. C'est un point absolument clé. En fait, un incident, c'est n'importe quel événement, intentionnel ou non, qui menace l'un des 4 piliers de l'information. La confidentialité. Qui peut l'avoir? Son intégrité, est-elle correcte? Sa disponibilité, est-elle accessible quand il le faut? Et enfin, sa traçabilité. Qui a fait quoi? Donc si je te suis bien, un commercial qui perd son ordinateur portable dans un taxi, c'est un incident de sécurité. Oui. Un technicien qui fait une erreur de configuration et qui expose une base de données sur Internet sans le vouloir, c'est un incident. C'en est un aussi. Et un employé un peu trop curieux qui va fouiller dans les dossiers de paye de ses collègues, c'est aussi un incident. Absolument. Et cette distinction nous amène au point peut-être le plus contre-intuitif du guide, mais aussi le plus important. La différence entre les menaces externes et les menaces internes. Attends, ça c'est fascinant. Ça voudrait dire que, statistiquement, le plus grand danger pour une entreprise, ce n'est pas le cybercriminel à l'autre bout du monde, mais potentiellement le collègue dans le bureau d'à côté. Même s'il ne le fait pas exprès. C'est exactement ça. Les menaces externes, comme les virus ou le phishing, sont très médiatisées, on en entend parler tout le temps. Mais les incidents d'origine interne, que ce soit par négligence, par simple erreur ou, plus rarement, par malveillance, sont souvent plus fréquents et plus dévastateurs. Et pourquoi? C'est surprenant. La raison est simple. L'acteur interne est déjà dans la place. Il a des accès légitimes, il connaît les systèmes, il ne déclenche pas forcément les mêmes alarmes qu'un intrus venu de l'extérieur. Le problème n'est donc pas technique, il est organisationnel et humain. Face à un tableau aussi complexe, avec des menaces qui viennent de partout, on ne peut pas improviser. Il faut une méthode, un plan de bataille. L'approche qui est proposée dans le guide, j'ai l'impression qu'elle ressemble finalement beaucoup à celle d'un service d'urgence médicale. Il y a la prévention, la réaction à la crise, et puis l'analyse post-opératoire. C'est une excellente métaphore. La première phase, c'est la prévention. C'est un peu la santé publique. L'objectif, c'est d'éviter que la maladie, donc l'incident, ne se déclare. C'est de loin l'étape la plus rentable. Et comment on fait, concrètement, de la santé publique en cybersécurité? Ça repose sur 2 piliers. Le premier est organisationnel. Il faut une politique de sécurité du système d'information, la fameuse PSSI. Mais soyons clairs,
Avoir un document de 100 pages qui prend la poussière dans un tiroir, ça ne sert à rien. L'enjeu, c'est de la traduire en règles simples, compréhensibles et, surtout, appliquées par tout le monde. D'accord, mais comment on fait pour la faire vivre, cette politique? On sait bien que les employés ont souvent autre chose à faire que de lire des documents de procédure. Comment on s'assure qu'ils se sentent vraiment concernés? C'est là qu'intervient le deuxième pilier, le pilier humain. La formation et la sensibilisation. Et attention, pas la séance annuelle obligatoire et un peu ennuyeuse avec des slides. Il faut des choses concrètes, régulières. Des simulations de phishing, par exemple. L'employé qui clique sur un faux lien malveillant reçoit immédiatement une petite formation ludique qui lui explique les indices qu'il a manqués. Un employé bien formé, il devient le meilleur système de détection. C'est une ligne de défense humaine. Exactement, qui peut intercepter des menaces que même les outils techniques les plus sophistiqués auraient laissé passer. D'accord. Mais la prévention n'est jamais efficace à 100%. Le patient finit quand même par arriver aux urgences. L'incident se produit. Le téléphone sonne en pleine nuit. C'est la panique. Quelle est la toute première chose à faire? La première chose, c'est justement de ne pas paniquer. Et pour ça, il faut s'être préparé en amont. C'est la deuxième phase, détection et réponse. La rapidité est absolument cruciale. L'un des gros problèmes dans la zone, c'est que les incidents sont souvent détectés très tard, quand les dégâts sont déjà énormes. Une détection efficace, c'est un mélange de surveillance technique, analyse des logs, alerte automatique et de vigilance humaine. Le premier signal, bien souvent, il vient d'un utilisateur qui remarque un truc bizarre sur son ordinateur. Et une fois que l'alerte est donnée, qui est sur le pont? On imagine que ça sonne de partout. Concrètement, cette cellule de crise, ça ressemble à quoi dans une PME? C'est le directeur informatique tout seul dans son bureau à 3h du matin? C'est justement le scénario catastrophe à éviter. La cellule de crise, elle doit être définie bien avant l'incident. Et surtout, elle ne doit pas être uniquement technique. Bien sûr, il faut l'expert informatique pour analyser et stopper l'hémorragie. C'est ce qu'on appelle le confinement. Isoler la machine infectée pour que ça ne se propage pas. Mais il faut aussi un responsable juridique pour évaluer les obligations de déclaration. Il faut quelqu'un de la com pour préparer les messages aux clients, à la presse, pour éviter que la panique s'installe. Et surtout, il faut un décideur métier, quelqu'un qui peut prendre la décision difficile, par exemple de couper un service essentiel pour protéger le reste. Je vois. La réponse, c'est une opération coordonnée, pas juste une affaire de technicien. Imaginons que cette équipe réussisse. Le service est rétabli, les systèmes sont nettoyés, la crise semble passer. On doit ressentir un immense soulagement et avoir juste envie de passer à autre chose. Et ce serait la plus grosse erreur qu'on puisse faire. C'est là qu'intervient la troisième phase, la plus critique et pourtant la plus souvent oubliée. Le suivi post-incident, l'analyse à froid. Le post-mortem, pour filer notre métaphore médicale. C'est ça. On rédige un rapport d'incident. Mais attention, son objectif n'est pas de trouver un coupable. Si on commence la chasse aux sorcières, la prochaine fois, personne ne signalera plus rien, par peur des représailles. L'objectif, c'est de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nos mesures de prévention n'ont pas fonctionné? Comment nos procédures de réponse ont-elles été appliquées? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc si je comprends bien, le but du rapport n'est pas de sanctionner, mais de rendre l'organisation collectivement plus intelligente pour la prochaine fois. On passe de la recherche du coupable à la capitalisation sur l'expérience. C'est ce processus qui permet de découvrir les vraies causes racines. Et elles sont rarement purement techniques. C'est souvent une faille dans un processus, un manque de formation, une procédure mal définie. Sans cette étape, une entreprise est condamnée à revivre les mêmes incidents encore et encore. D'accord. Ce cycle en 3 temps est très clair. Pour rendre ça encore plus concret, parlons de quelques menaces typiques, de ces incidents qu'on rencontre tous les jours. Un exemple classique de risque interne. Un des plus courants et des plus dangereux, ce sont les problèmes liés aux habilitations, c'est-à-dire aux droits d'accès des utilisateurs. Prenons un cas tout simple, les comptes orphelins. Imaginez une société qui fait appel à un consultant externe pour une mission de 6 mois. On lui crée un compte avec des accès à des serveurs, des bases de données. La mission se termine le vendredi soir, tout le monde est content, on lui serre la main. Mais personne, ni au service informatique, ni au RH, ne pense à désactiver son compte. Et son accès reste ouvert, indéfiniment. C'est une porte d'entrée laissée grande ouverte, sans aucune surveillance. Voilà. Des mois plus tard, cet ancien consultant se fait voler son ordinateur. La personne qui le récupère n'a même pas besoin d'être un génie du piratage. Elle trouve les mots de passe enregistrés et peut se connecter au réseau de l'entreprise comme si elle était un employé légitime. La solution à ça, c'est un principe fondamental, celui du moindre privilège.
Chaque utilisateur ne doit avoir que les droits strictement nécessaires pour faire son travail, pas un de plus. Et ces droits doivent être revus très très régulièrement. C'est très clair. Un autre exemple, peut-être quelque chose d'un peu moins informatique. Le vol ou la perte de matériel, ça paraît basique, mais c'est une source d'incidents majeurs. Un cadre dirigeant part en voyage d'affaires. Son ordinateur portable, qui contient des présentations stratégiques, des fichiers clients, des prévisions financières, est volé dans sa chambre d'hôtel. Le cauchemar absolu. La perte du matériel, c'est déjà un problème en soi, mais la vraie bombe à retardement, ce sont les données qui sont dessus. Exactement. Si le disque dur de cet ordinateur n'est pas chiffré, alors la perte matérielle se transforme instantanément en une fuite de données massive, potentiellement catastrophique. L'information la plus confidentielle à l'entreprise se retrouve dans la nature. Le chiffrement du disque dur, c'est une mesure simple, qui ne coûte presque rien, et qui transforme une catastrophe potentielle en un simple désagrément matériel. Cet exemple nous rappelle que la sécurité, ce n'est pas qu'une affaire de logiciel. Ça commence par des mesures physiques et des bonnes pratiques de base. Alors, si on prend un peu de recul après toute cette analyse, quel est le message central à retenir ? Pour moi, il est évident que la cybersécurité dans la zone Machada et sûrement ailleurs, ça ne se résume pas à une course à l'armement technologique. C'est vraiment le cœur du sujet. L'idée, ce n'est pas d'empiler des logiciels de sécurité les uns sur les autres. Il s'agit de construire une véritable résilience organisationnelle. La technologie est un outil indispensable, mais elle ne sera jamais efficace sans une gouvernance claire qui définit qui est responsable de quoi, sans des procédures que tout le monde connaît et applique, et par-dessus tout, sans un investissement constant dans le capital humain. Former, sensibiliser, responsabiliser les équipes, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. La sécurité, ce n'est pas un produit qu'on achète, c'est une culture qu'on construit jour après jour. Absolument. Et pour finir, une pensée pour aller un peu plus loin. On a parlé du contexte actuel, mais la région, comme le reste du monde, voit arriver des vagues technologiques majeures. Le cloud, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, toutes ces technologies redessinent complètement le fonctionnement des entreprises. Et ça m'amène à une question de fond. Les modèles de sécurité traditionnels étaient souvent basés sur l'idée d'une forteresse, d'un périmètre à défendre. Les murs du bureau, le réseau interne. Mais aujourd'hui, les données sont dans le cloud, les employés travaillent de partout. La forteresse n'a plus de murs. Alors comment peut-on protéger une organisation dont les frontières sont devenues complètement floues ? C'est sans doute ça le prochain grand défi. Rendez-vous vite dans notre boutique en ligne pour le téléchargement. Le lien de téléchargement de ce produit se trouve juste en bas de cette vidéo. Révélons les secrets de l'innovation numérique. Plongez dans Avis d'experts, votre source incontournable d'analyse de pointe. Rejoignez nos experts pour une exploration approfondie des dernières avancées en matière de sécurité numérique, d'innovation et de transformation. De la souveraineté aux technologies d'avant-garde, accédez aux informations clés pour garder une longueur d'avance. Soyez à l'écoute et franchissez une nouvelle étape avec nous. Car à l'ère numérique, le savoir est un pouvoir. Explication des changements.